Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, de la responsabilité sociétale des entreprises. Au sommaire de ce mercredi, l'invité de Smart Impact, c'est Valérie David, directrice du développement durable du groupe Eiffage, ou comment un grand groupe européen du BTP et des concessions réduit son empreinte carbone. Quel est notre bilan environnemental en télétravail? Ce sera le thème de notre débat. Vous découvrirez notamment les résultats surprenants d'une étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et puis dans Smart Ideas, une association, l'OBA, et son projet Recréation qui met l'art au service de la santé. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Valérie David, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage, qui vient d'obtenir la notation A- dans le classement Climate Change 2020 du CDP. C'est une organisation internationale indépendante. Alors on dit A-, ok, c'est passé de B à A-. Qu'est-ce que ça récompense comme effort du groupe? Énormément de travail. C'est vrai? Oui, parce qu'on est une entreprise industrielle, parce qu'on a 70% de notre bilan carbone qui est représenté par les matériaux entrants, l'énergie, tout ce qu'on appelle nous les process entrants. Et donc pour une entreprise industrielle, je peux vous dire c'est plus dur que pour une banque ou pour même un géant du tertiaire. Ça veut dire qu'on a énormément travaillé déjà sur la mesure, parce que vous ne pouvez réduire que ce que vous connaissez, donc il faut déjà les mesurer, ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis on a une gouvernance très active qui a pris des engagements par rapport à nos financeurs, par rapport à notre marché, pour réellement proposer des solutions. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de réduire, si vous voulez, uniquement nos émissions internes. On veut proposer une offre commerciale qui évite pour nos clients des émissions de gaz à effet de serre. Oui, il y a deux leviers. Il y a le levier direct et puis le levier indirect. C'est difficile, honnêtement, oui, Thomas. Souvent, on se dit, voilà, il y a des économies qu'on peut faire assez rapidement. Voilà. C'est plus compliqué de convaincre les partenaires, les clients? Oui, parce que finalement, vos clients, ils ne sont pas forcément sachants du sujet, mais ils attendent de vous, et c'est normal que vous le soyez, et que vous puissiez leur proposer des bâtiments énergie positive, du recyclage intégral, lorsqu'il faut déconstruire un bâtiment, comment on fait pour le recycler intégralement, dépolluer et renaturer des terrains qui n'étaient pas constructibles pour les rendre de nouveau constructibles et finalement préserver les milieux naturels. Vous connaissez le zéro artificialisation nette, qui est maintenant la règle en France, et c'est tant mieux. Donc tous ces sujets-là, finalement, le BTP a des solutions et on engage la mutation de nos métiers vers une vraie transition écologique. Depuis quand? Parce que c'est vrai que là, dans cette émission notamment, voilà, et c'est super, on voit beaucoup d'entreprises qui s'engagent sur ce chemin. Ça fait longtemps qu'Eiffage. Oui, je vous remercie vraiment de me poser la question, parce qu'en ce moment, tout le monde se réveille en disant durable, 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 et on a vraiment l'impression que tout le monde s'y est mis avec la foi des nouveaux convertis. Nous, ça fait plus de 10 ans, et d'ailleurs, dès 2008, on avait été les premiers, et c'était passé totalement sous les radars, personne ne l'avait remarqué. On avait publié notre bilan carbone dans notre rapport annuel. Et déjà à l'époque, on se rendait compte qu'on avait certaines activités qui étaient plus exposées en cas de taxe carbone punitive. On aurait eu quelques activités en difficulté. Donc ça fait 12 ans qu'on sait exactement où il faut faire peser le poids du corps, si vous voulez, pour, en cas de taxe carbone, et moi je pense qu'on aura une taxe carbone de toute façon en Europe tôt ou tard, et à mon avis avant 2030, on a des activités qu'il faut absolument décarboner, c'est-à-dire leur trouver d'autres sources d'énergie, leur permettre de fonctionner avec des matériaux entièrement recyclés ou recyclables, et de proposer encore une fois des solutions d'évitement de carbone pour nos clients. J'insiste vraiment, Thomas, parce que les émissions que vous produisez, il faut les réduire, mais toutes les parties prenantes attendent de nous, en tant qu'experts du BTP, qu'on soit capable de proposer des solutions. Quand vous proposez, par exemple, une route écologique recyclée, j'ai trouvé cette formulaison sur votre site, ça veut dire quoi? Ah oui, alors ça, c'est mon chouchou, merci de cette question. Oui, alors c'est sur les ingénieurs d'Eiffage Route, à qui je voue une véritable admiration religieuse, qui ont trouvé une solution brevetée. C'est la seule en France, c'est un liant biosourcé à base de résine de pin, qui se substitue totalement au bitume. C'est-à-dire que votre route, votre réseau secondaire, puisque pour l'instant on n'a pas le droit de le faire sur les autoroutes, mais pour l'instant sur le réseau, les routes nationales, le réseau secondaire, vous pouvez gratter avec une machine spéciale qu'on a là aussi, que nos directeurs matériels ont imaginé. Ils grattent la route, ils la concassent, ils régénèrent le vieux bitume sans en mettre une goutte de neuf, avec
ce résidu issu de la résine de pin, et derrière, il repose la route. On a des expérimentations en Gironde, dans l'Hérault, en Île-de-France, dans le Jura, et ça fonctionne très bien. Et tenez-vous bien, c'est 10% moins cher qu'une route neuve. Eh bien oui, puisque vous n'avez... Pourquoi pas partout? Ben oui, pourquoi pas partout, Parce que c'est une innovation et qu'il faut le temps qu'elle se développe. Oui, qu'elle se alors partage. elle est brevetée depuis 2017. On a le label biosourcé depuis 2019. Encore une fois, c'est le seul lion routier qui l'a. Les élus sont en train de le découvrir. Et puis, j'en profite pour dire, à partir du moment où la commande publique devra intégrer, moi j'espère que ce sera le plus tôt possible, une note environnementale importante, je pense que ces solutions-là vont devenir standards. Parce que les élus seront obligés d'intégrer une mieux-disance environnementale, bien que, au cas présent, dans cet exemple, le prix soit moins élevé qu'une route neuve. Eiffage, c'est plus de 72 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 18 milliards 100 millions en 2019, dont 26% à l'international. Et puis une activité qui va des infrastructures, c'est le principal secteur, 35,5%, énergie système 24,7%, la construction 23,5% et les concessions 16,3%. Il y a aussi ce laboratoire de prospective en développement urbain durable qui est intitulé Phosphore. J'imagine que la solution dont vous nous parlez ou d'autres solutions, elles viennent de là, ça cogite et ça invente. Oui, alors ce qui vient particulièrement du laboratoire Phosphore sont toutes les innovations pluridisciplinaires. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, alors celle-là, Recital, ne venait pas du laboratoire, mais Luciole, Luciole, c'est un système d'éclairage public qui associe les savoir-faire des ingénieurs avec un éclairage à la demande en fonction du passage et de la vitesse, et puis les savoir-faire des ingénieurs de la route qui ont imaginé un revêtement qu'on appelle optométrique, c'est-à-dire un revêtement qui va réverbérer davantage les lumens au sol pour qu'on ait une facture d'éclairage public qui soit divisée par 2. On l'a mise en place dans plusieurs villes, c'est aussi une innovation assez récente, notamment à Revin, dans les Ardennes, et là, la facture énergétique, tenez-vous bien, a baissé de 70% pour l'éclairage public, sans compter la lutte contre la pollution nocturne. On est en bord de Meuse, il y a beaucoup d'espèces, notamment des chiroptères, donc des chauves-souris, qui sont protégées et qui n'aiment pas du tout la lumière la nuit. Et donc, pour la biodiversité en ville, c'est aussi un élément, ce système Luciole, qui est particulièrement performant. Et cette notion de biodiversité, quand on construit les autoroutes, c'est un enjeu majeur parce qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle route ou qu'on invente une autoroute, il faut tenir compte de ça. Oui. Il faut aussi souvent payer des compensations carbone. Comment vous gérez cette pression-là? Alors, pour répondre sur les autoroutes, on ne construit plus des autoroutes en 2020 comme on les construisait dans les années 70, et heureusement. L'autoroute ne doit pas être une fragmentation grave de l'habitat. Ce qu'elle était, il faut être honnête. Donc l'objectif, c'est de restaurer ce qu'on appelle la transparence écologique, c'est-à-dire le passage des espèces de part et d'autre. Alors, donc dès la conception, vous imaginez les passages. De le faire dès la conception. Et moi, j'ai un rêve, je vous le dis franchement, c'est qu'on ne met pas en équation le vivant, et le vivant est capable aussi de changer ses habitudes. Et donc, pourquoi pas imaginer des passages à faune qui soient amovibles et qui puissent suivre les habitudes, notamment, mais c'est tout à fait possible, on a aujourd'hui des ponts qui sont issus du génie militaire, les ponts Bellet de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des ponts en acier, sans soudure. Vous les mettez en 72 heures, une culée de béton de part et d'autre, 45 mètres de portée, et puis vous suivez comme ça, vous proposez... Donc ça supposerait quoi? D'avoir des capteurs pour savoir où passent les espèces, où changent les routes, quoi. Oui. Comment changent les routes? Aujourd'hui, on est tout à fait capable de le faire. On a des écologues extrêmement compétents qui sont capables de vous dire quelles sont les habitudes de passage des espèces animales, où elles vont chercher leur nourriture, où elles vont se reposer, où elles vont se reproduire. Et c'est important, ce brassage génétique, si vous voulez, est extrêmement important pour la survie des espèces. Et donc, il faut que notre réseau, notamment autoroutier, soit le plus transparent possible. Dans la transparence, j'entends qu'il puisse être traversé. Oui. Sans risque. Oui. Transparence, justement. Vous êtes venu avec ces rapports-là. Je n'ai pas eu le temps de les lire. Hein. Vous me les avez apportés juste avant d'arriver. Rapport climat 2020, engagement pour l'avenir, et puis plan d'action biodiversité. Pourquoi vous teniez à me les transmettre? Parce que justement, il y a cette idée de transparence derrière ça? Je pense que les engagements qui ne sont pas directement accessibles sur le net ou ne sont pas publiés et accessibles au grand public, à la société civile, aux associations, ne sont pas des engagements. Donc, à partir du moment où vous vous exposez par rapport au public et que vous dites voilà ce que je veux faire pour la biodiversité, j'ai 28 actions avec un calendrier et un budget associé, voilà ce que je veux faire pour réduire l'empreinte carbone d'ici 2030 avec un budget associé, vous commencez à être crédible. Et du coup, vous
vous acceptez la critique, vous acceptez aussi d'être challengé, c'est le but. Et si ça peut faire progresser l'ensemble de la profession, moi j'en suis ravie. Sur la biodiversité, je pense qu'on a un enjeu très important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de carbone et pour cause, on est face au plus grand défi que l'économie est à relever depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ceux qui pensent qu'on va revenir aux 30 Glorieuses et que l'idéal c'était les 30 Glorieuses se trompent, hein, ça il faut le savoir. Donc il va falloir aller vers la sobriété, il va falloir aller vers l'économie circulaire, il va falloir aller vers la protection des écosystèmes vivants dont nous dépendons directement. Et toute cette porosité entre les sujets environnementaux, eh bien, l'entreprise doit faire sa part. L'entreprise doit faire sa part. Vous aurez noté que la loi Pacte, avec l'entreprise, la raison d'être, les entreprises à mission, a introduit la notion d'une entreprise qui travaille pour l'intérêt général. Et c'est ce qui peut permettre aussi de refonder un projet économique avec des entreprises plus responsables, des entreprises qui acceptent de dire ce qu'elles font et comment elles le font, et qui seront plus attractives pour les jeunes générations. Quand on parle d'économie circulaire, il reste moins d'une minute, mais je voudrais qu'on en dise un mot. Il y a ce projet à Lyon, les Jardins du Loup, qui est assez symbolique de l'économie circulaire. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est déjà d'avoir un diagnostic ressources sur les bâtiments à déconstruire et de pouvoir tout recycler. Et imaginez-vous, Thomas, que c'est relativement récent. C'est dramatique à dire, mais moi j'ai déjà vu des chantiers où vous aviez des pianos à la benne. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans le chantier et rien n'avait été déchargé, recyclé, revendu, donné à des associations. Donc l'objectif, c'est déjà ce diagnostic ressources, voir tout ce qu'on peut donner, ensuite tout ce qu'on peut recycler. Et imaginez-vous aujourd'hui qu'on est capable de recycler 100% des bétons, où il n'y a pas d'amiante, 100% des bétons d'un bâtiment que vous allez déconstruire. C'est très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes en limite de capacité d'extraction de sable, en limite de capacité d'extraction de granulats. Et si on est capable de recycler l'ensemble des bétons qui ont été mis en œuvre dans nos villes, et Dieu sait s'il y en a, eh bien, vous allez alléger les pressions sur les ressources naturelles. Et bien voilà, après les 30 Glorieuses, on s'engage, on l'espère, dans les 30 durables ou les 30 responsables. Merci beaucoup. Merci Valérie David, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat RSE sur l'impact du télétravail. Quel est l'impact environnemental du télétravail ? C'est le thème de notre débat avec Rémi Maronne. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de projet à l'Institut du numérique responsable. Et puis avec nous en visioconférence depuis Nantes, Thierry Lebouc, qui est fondateur de Greenspector. Bonjour Thierry, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends bien en mode télétravail. On est bien dans la thématique de notre débat. Quel est l'impact environnemental du télétravail ? C'est la question du jour. Il y a quand même d'abord le côté positif, les déplacements en moins, on peut dire ça, Rémi Maronne. Alors ça, c'est quand même le premier point positif, parce que la majorité des déplacements aujourd'hui se font évidemment avec un transport individuel, souvent la voiture. Donc manifestement, si on prend, on va dire, les effets directs du télétravail, on constate moins de déplacements, en tout cas dans les mouvements pendulaires, donc dans les déplacements travail-domicile. Et ça, effectivement, c'est un point qui est extrêmement positif. Si on reprend l'étude de l'ADEME que je pense que vous allez citer, on a effectivement quelque chose qui est colossal. Si on prend juste le rapport direct, si on prend 35% des actifs aujourd'hui qui seraient en télétravail, eh bien, on aurait tout simplement 3,3 millions de déplacements en moins. Donc ce qui est colossal. Oui, alors ça c'est énorme, mais ce qui est intéressant, si on rentre un peu dans le détail de ce rapport de l'ADEME, c'est que les déplacements changent en fait, c'est ce qui est en train de se passer, expliquez-nous. Mais globalement, on a un déplacement qui peut s'effectuer, alors on va dire un déplacement en chaîne, c'est-à-dire qu'on part déposer par exemple les enfants à l'école, et puis on va au travail, sur le retour on passe faire une course, etc. Et donc on a un déplacement qui peut se faire en chaîne. Et puis, si on part sur le télétravail en lui-même, on va plutôt avoir un déplacement peut-être en étoile, on peut qualifier comme ça, c'est comme ça que le qualifie l'étude. Et un déplacement en étoile, qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Évidemment, ça multiplie les faibles déplacements, les courts déplacements qui sont d'autant plus polluants et qui vont sans doute rallonger aussi la distance à un moment donné. Thierry Lebouc, peut-être un mot pour expliquer ce qu'est Greenspector, ce que vous faites, et puis ensuite, voilà, votre avis, peut-être sur d'abord les effets positifs du télétravail. Alors, chez Greenspector, on est expert, on va dire, de la mesure de la consommation énergie-ressources des services numériques, que ce soit des services numériques de type web, mobile, les objets connectés. Et on va permettre aux entreprises d'optimiser cet impact, cette consommation d'énergie et de ressources pour, bien sûr, limiter les impacts environnementaux de ce numérique.
Au niveau effectivement du télétravail, on va se rendre compte qu'on a de l'outillage pour gérer ce télétravail à la maison. On a des outils d'entreprise mis à disposition finalement, comme la visioconférence, comme le chat d'entreprise, bien sûr les mails, le téléphone. Et tous ces outils-là, combinés, vont avoir également un impact non négligeable sur l'environnement. Donc ça, c'est, on va dire, l'impact auquel on n'aurait pas forcément pensé. Si je reviens sur d'abord l'impact positif, celui qui nous semble assez évident, on a parlé des transports, il y a aussi, Thierry Lebouc, la réduction du foncier quand même, des sièges sociaux, des immeubles de bureaux qui vont peut-être être moins grands, donc moins gourmands en énergie. On peut quand même mettre ça dans la colonne plus. Exactement. Dans la colonne plus, on va avoir les déplacements, on va avoir la réduction effectivement des infrastructures foncières qui vont permettre effectivement d'abriter les collaborateurs dans le cadre de leur travail. Et donc, on peut imaginer qu'il va y avoir un transfert vers l'habitation, puisque quand vous êtes à la maison, peut-être que vous chauffez aussi davantage que si vous n'y êtes pas. Donc, il va y avoir des gains d'un côté et peut-être aussi, bien sûr, des contreparties qui vont se positionner par ailleurs. Est-ce que vous diriez, l'un et l'autre, je commence avec vous, Rémi Maron, que c'est un peu trop tôt pour faire le bilan, forcément? C'est forcément un peu trop tôt. Alors, notamment par rapport à ce que vous évoquez sur le foncier, ce que Thierry évoque également. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un doublement des choses. C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous chauffez. Et puis, au bureau, il faut chauffer aussi parce qu'il y a des personnes qui sont présentes, etc. Et pour l'instant, les sièges sociaux n'ont pas encore diminué. Ça commence à bouger. On voit aussi des entreprises qui passent au flex office et qui, de fait, réduisent la taille de leurs locaux. Mais bon, effectivement, si on parle par rapport à la crise, qui est celle qui a commencé en mars dernier, c'est encore un peu tôt pour faire le bilan. Ouais, un peu tôt pour faire le bilan. Thierry Lebouc, dans les impacts auxquels on ne pense pas forcément, il y a la notion de transfert de données. C'est vrai que quand on est en télétravail, il y a énormément de données qui s'échangent, on peut dire ça ? Oui, il y a énormément de données qui s'échangent, notamment avec l'avènement de plus en plus important de l'utilisation des supports un peu riches comme la vidéo, qu'on utilise maintenant beaucoup, à la fois pour former à distance, pour s'informer, pour échanger des choses. Donc ces médias sont coûteux et ils nous obligent finalement, ils nous contraignent à échanger beaucoup de données sur le réseau. Donc forcément, on va avoir une recrudescence de données qu'on va échanger, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre d'ailleurs personnel. Vous avez évalué, puisque c'est votre métier, la réponse est certainement oui, mais l'impact d'une vidéo et si on peut la comparer à d'autres modes de vie quotidien, vous voyez ce que je veux dire ? Alors oui, on a comparé, on va dire, pas mal d'éléments. La vidéo fait partie des éléments sur lesquels on travaille. On travaille avec plusieurs groupes médias sur le sujet. Et la vidéo peut avoir un impact plus ou moins important en fonction des conditions dans lesquelles on accède à cette vidéo. Si vous êtes en mode filaire avec fibre et branché sur votre box, par exemple, en mode télétravail, eh bien vous allez avoir un impact beaucoup moins important que si vous êtes en 4G avec une résolution peut-être plus importante et finalement peut-être avec une réception moins bonne. Et d'une certaine manière, vous pouvez avoir un rapport de 1 pour 9 en termes d'impact environnemental entre ces modes d'accès. Donc on voit que déjà le mode d'accès ou les conditions d'accès ou le support sur lequel on accède vont avoir un impact non négligeable sur l'environnement. Après, effectivement, si on essaie de trouver des comparaisons, moi je vais vous donner la comparaison par exemple d'un mode télétravail. En mode télétravail, en gros, 1 heure de visioconférence avec vidéo à 2 personnes, pour rester simple, c'est l'équivalent de 1 km de voiture en véhicule léger, en termes d'impact environnemental, carbone, pour simplifier. Donc on voit bien que ce n'est pas négligeable, et quand on projette sous ces éléments sur le nombre de personnes qui utilisent ces outils, et le temps qu'ils utilisent, et puis bien sûr, plus nombreux ils sont, et plus l'impact va être important, eh bien, on voit que ces impacts ne sont pas négligeables. Effectivement, et Rémi Maron, ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres-là, c'est pour ça que je voulais que vous nous en donniez, ils ne sont pas forcément connus. Donc il y a une pédagogie aussi à faire au sein des entreprises. Oui, alors il y a beaucoup de pédagogie. Alors aujourd'hui, l'ère de ce qu'on appelle le numérique responsable, ce qui a été beaucoup appelé au début Green IT, peut-être pour juste recontextualiser, nous, on parle de numérique responsable parce qu'il y a le côté Green IT, c'est-à-dire effectivement quelle est l'empreinte environnementale du numérique et comment est-ce qu'on peut la réduire. Et puis il y a également d'autres aspects dans ce numérique qu'on cherche à traiter à
l'Institut du numérique responsable en particulier, qui sont les aspects d'inclusion, d'éthique et également de parité. Je pense que le tableau aujourd'hui est représentatif du fait qu'aujourd'hui, il y a seulement 25% de femmes dans les métiers du numérique. Mais donc, pour rester sur notre sujet, effectivement, notre problématique, c'est qu'on est à une ère du numérique responsable où on a encore besoin d'énormément de pédagogie, de formation pour comprendre où sont les impacts. Ce que je dis souvent, quand on compare avec la voiture, on va dire quand on allume le moteur de sa voiture, il est assez facile de voir qu'à l'arrière, il y a une fumée blanche qui sort. Et voilà, bon. Quand on allume l'ordinateur, quand on fait tourner une vidéo, etc., là, c'est un petit peu plus compliqué de se rendre compte qu'effectivement, derrière, il y a une consommation énergétique qui n'est pas négligeable. Donc, il faut faire de la pédagogie, comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, le réflexe qu'on a de plus en plus, c'est de passer un appel vidéo, c'est de faire une visioconférence. Alors, parce qu'on a besoin de lien social. J'entendais votre invité précédent ou dans une autre émission qui disait on a besoin de ce lien social. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de se voir, que c'est encore mieux si on peut être en présent. Oui, mais une visioconférence à deux, c'est peut-être un peu absurde. Un coup de téléphone suffit, non ? C'est ça, c'est exactement ça. C'est questionner nos usages, se dire qu'effectivement, à partir du moment où on comprend que l'impact n'est pas négligeable, eh bien, on sait qu'il y a d'autres solutions qu'on utilisait avant et qui sont beaucoup plus économes. Un coup de téléphone, par exemple, c'est beaucoup plus sobre en termes d'impact. D'autres chiffres sur cet impact environnemental, 4% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, c'est autant que l'aviation civile. Les impacts environnementaux de l'informatique multipliés par 3 entre 2010 et 2025, et puis 40 milliards d'équipements numériques dans le monde. Ça aussi, on peut en dire un mot, Thierry Lebouc, c'est-à-dire que quand on parle de télétravail, il y a aussi en quelque sorte l'équipement de la maison ou du bureau, c'est-à-dire qu'on va aussi, au fur et à mesure que ce télétravail s'installe, mieux s'installer. Oui, effectivement, on va de manière effectivement à mieux gérer ce temps de télétravail. On a besoin de conditions favorables. On voit bien qu'on est plus isolé, plus restreint. On a probablement moins d'équipements que l'on a quand on est au bureau, avec une fréquence et une régularité plus importante de l'usage de ces outils numériques. Donc on a besoin d'avoir une bonne ligne, d'avoir des bonnes conditions d'accès, de peut-être avoir un répétiteur Wi-Fi dans la maison pour être sûr que dans le lieu où on est isolé, on va pouvoir continuer à capter correctement le Wi-Fi. Donc on voit bien que l'équipement va aussi avec ce niveau de confort qu'on est à même d'exiger pour exercer correctement son métier à domicile. Donc oui, bien sûr, ces équipements, ce deuxième écran pour être capable de mieux gérer également du travail, on va dire collaboratif, à la fois pouvoir travailler sur son clavier, avoir un écran visualisable par tout le monde, partagé par exemple par ailleurs. On voit bien que tout ça occasionne aussi des charges complémentaires et des charges environnementales complémentaires, bien sûr. Merci beaucoup. Il y a un dernier chiffre, toujours de cette étude de l'ADEME. 45% des gaz à effet de serre générés par notre activité numérique sont liés à la fabrication des équipements. Voilà pour ces éléments. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas avec une association en pleine lumière aujourd'hui. Avec nous, Boléwa Sabourin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de l'OBA. C'est une association qui existe depuis 10 ans. Votre mission, c'est notamment de libérer la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et pourtant, il y a un lien dans votre volonté, dans votre action depuis des années, avec le thème du débat dont on vient de parler, c'est-à-dire l'impact environnemental du numérique. Quel est ce lien ? Alors, ce lien, il est plus que fort parce qu'il faut savoir que le coltan, qui est un minerai qu'on trouve à 80% au Congo, ce coltan permet de créer des condensateurs. Et ces condensateurs, c'est ce qui vont permettre de capter la data. C'est ce qui va garder la data. Et cette data va nous permettre, la big data, et va nous permettre la révolution numérique. Ouais. Et donc, sans ce coltan, il n'y a pas de révolution numérique. Mais pour avoir ce coltan, il faut ouvrir des minerais. Ouais. Et ces minerais se trouvent en RDC, en République démocratique du Congo. Mais sauf que sur cette terre, y vivent des personnes, et notamment des femmes, qui sont violées afin de faire fuir les populations et de capter ce coltan pour le transformer
ensuite en condensateurs qui vont nous donner la data, la big data et notre révolution numérique. Voilà aussi un autre élément auquel on ne pense pas forcément, évidemment, quand on utilise nos ordinateurs. Le viol comme arme de guerre, le point de départ de votre action, ou en tout cas l'un des points de départ, c'est une rencontre avec le docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018. En quoi cette rencontre a joué un rôle important pour vous ? Alors, ce point de rencontre a été déterminant à plusieurs égards. D'abord parce que ça m'a permis de moi me libérer ma parole, c'est-à-dire cette parole en faveur des femmes, parce que j'ai grandi dans des milieux très féminins et je me suis rendu compte que justement j'entendais plein de choses et j'ai toujours mis en avant le combat et le droit des femmes, mais sans jamais, moi, entre guillemets, me mettre en avant et dire « je fais ça ». Et donc le fait que le docteur lui prenne la parole sur ces questions-là, m'a autorisé à prendre la parole là-dessus. Ensuite, cette rencontre avec le docteur et moi qui suis danseur, c'était cette rencontre entre la danse et la médecine, et la danse et le soin. Comment la danse peut être un outil de soin pour des femmes qui sont en situation de vulnérabilité. Et c'est ce que vous faites avec donc une compagnie de danse, on dit recréation pour la nommer, recréation, donc un projet qui met la danse, l'art au service de la santé. Comment ? Alors, on a développé une méthode qui allie un danseur ou une danseuse et un ou une psychothérapeute. L'idée, c'est que les deux professionnels mettent en commun leur action en faveur des bénéficiaires sans qu'on ait deux espaces différents. On a un seul espace, deux professionnels qui travaillent ensemble, main dans la main, pour justement un groupe de femmes. Et en fait, on va allier des temps de danse avec des temps de parole. Et ce qui va leur permettre de vivre leurs émotions, de vivre leurs traumas, parce que les traumas qu'elles vivent est inscrit dans le corps, et en même temps, elles vont pouvoir parler de leurs traumas. Et donc la danse va libérer la parole, et la parole va libérer le corps. Et vous avez entre guillemets, tester cette méthode au Congo, justement, avec l'hôpital du docteur Mukwege, mais vous l'utilisez aussi en France ? On l'utilise en France dans 5 structures, donc des structures aussi bien des hôpitaux, l'hôpital Avicenne par exemple, à Bobigny, en Île-de-France, que dans des centres de soins qui accueillent des femmes, comme l'association Icambéré, qui se trouve à Saint-Denis, mais aussi dans le 9e arrondissement de Paris, à Cadet. Donc on l'utilise auprès de différentes populations, différentes femmes qui ont vécu des traumatismes tous très différents. Elles ont que seul point commun qu'elles ont vécu des violences. C'est une compagnie de danse, donc ça veut dire qu'il y a un spectacle, on peut voir le résultat de ce travail qui est à la fois un travail artistique et psychologique ? Alors non, parce qu'on est sur de l'intime. Oui, je comprends. On est sur de l'intime et on souhaite protéger l'anonymat de ces femmes. Mais nous, à côté, vu qu'on a une compagnie de danse qui est professionnelle, on raconte en fait les histoires des femmes avec qui on a travaillé, qui nous ont permis, et donc du coup on a un spectacle qui s'appelle Larmes, que l'on joue, malheureusement toutes les salles sont fermées, mais que on va rejouer à venir. Mais on n'est pas qu'une compagnie de danse, on est du soin en intime, on est aussi des ateliers pour des lycéens pour comprendre la question des violences faites aux femmes. On est cette compagnie de danse qui met en place ce spectacle pour sensibiliser le grand public au viol comme arme de guerre, mais aux violences faites aux femmes en général. Et on est aussi une action en faveur des hommes. Merci beaucoup, Boléwa Sabourin. Bon vent à votre association. Merci. Loba. On espère que les salles de spectacle vont ouvrir vite pour pouvoir voir ce spectacle de la compagnie de danse Recréation. Et puis tiens, j'en profite pour faire un coucou à Andrea Bescon, qui est une comédienne et danseuse. Sa pièce de théâtre, Les Chatouilles, ou La danse de la colère, qui est devenue un film. Si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le. Elle nous a beaucoup inspiré. Voilà, de rédemption par la danse. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h, midi, 20h30. Sur Bismart. Salut.